Alors sur cette table ronde, j'aimerais maintenant découvrir le point de vue de notre grand témoin de cette table ronde numéro 2. J'ai le plaisir d'appeler Thierry Saudoir, étalonnier, président du CET, le syndicat des étalonniers particuliers de trotteurs, et président du GESCA, le groupement des entreprises du secteur du cheval en agriculture. Bien, bonjour à tous. Après cet excellent déjeuner, mais on va reprendre nos bottes et puis on va retourner, si vous le permettez, dans nos herbages. Nous sommes éloignés quelque temps de l'élevage pur au profit du centre équestre. Je ne suis pas dirigeant de centre équestre, je suis éleveur en Mayenne, Pays de Loire, depuis maintenant 30 ans. En 30 ans, madame, j'ai connu la carte d'identité classique, écrite à la main, maintenant le petit papier matérialisé. J'espère que l'avenir nous préserve que je sois pucé et que nos enfants le soient. Ça, c'était une réflexion toute personnelle qui m'incite à vous dire qu'on a une évolution de la législation et, si vous permettez, à travers mon témoignage d'éleveur et de responsable d'association, nous allons évoquer un petit peu ces évolutions. Tout d'abord, mon parcours, j'ai eu un premier coup de poing au plexus lorsque j'ai monté à cheval pour la première fois. Donc, comme beaucoup d'enfants, là, on revient vers les centres équestres. Il y en avait très peu à l'époque. J'en veux pour preuve, moi, en Mayenne, lorsque je suis arrivé dans ce pays qui n'est pas mon pays d'origine, il y avait trois centres équestres à peu près dans ce grand département qui est un département très rural. Maintenant, je pense qu'ils ont été multipliés par 10 sans problème. Donc, il y en a effectivement à tous les coins de rue. Et ce n'est pas du tout péjoratif, bien au contraire. Ça montre à la fois que c'est un sport, une discipline qui interpelle beaucoup de jeunes et beaucoup d'entre nous. Malheureusement, effectivement, au-delà d'un certain âge, on arrête. Et moi, je sais que j'ai fait à peu près le même parcours. À la différence près, c'est que j'ai eu la chance de continuer et j'ai même présenté, via mes études, le diplôme de moniteur, comme on disait à l'époque. Et voilà, donc j'ai gardé cet arc-là. J'ai même monté un petit peu en compétition. Donc tout ça pour vous dire que ma première vie s'est passée à cheval. Mon second coup de poing, c'est lorsque j'ai découvert l'élevage. J'ai pris un poulain entre les mains pour la première fois. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, depuis 30 ans, j'ai évolué vers l'élevage. Après un passage dans les haras nationaux où j'ai eu la chance de développer les techniques qui sont très connues maintenant, que sont l'insémination artificielle et l'échographie chez la jument, eh bien, je me suis installé à mon compte au cœur de l'élevage mayennais. Alors, l'élevage mayennais, c'est essentiellement du trotteur français. Donc, ma discipline de prédilection, qui était le cheval de loisir et de sport, même si j'ai pratiqué la compétition à un niveau modeste régional, je l'ai progressivement abandonné au profit de l'élevage local, donc le trotteur. Une parenthèse par rapport à ça, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué un chiffre. Ah oui, vous avez remarqué qu'entre ce matin et ce midi, le rouge aidant, on est passé de 500 000 chevaux en France à 1,1 million. C'est extraordinaire. Tout ça pour vous dire qu'on a vu des statistiques d'élevage tout à l'heure. On nous a présenté environ 30% d'éleveurs en France. Il faut absolument avoir conscience que cette notion d'éleveur, il faut vraiment lui amener beaucoup de bémols, et ce n'est pas du tout négatif. En race trotteuse, il y a à peu près 8000 éleveurs recensés. Il y en a 63%, si mes chiffres sont bons, qui n'ont qu'une jument. On va à 80% de juments. Donc je pense que cet aspect professionnalisme, et à mettre vraiment avec beaucoup de bémols. Ça n'enlève pas la qualité des personnes qui élèvent, bien au contraire, mais derrière, il faut absolument qu'on réfléchisse et qu'on se pose la question sur l'aspect économique de ces éleveurs. Je vais continuer là-dessus parce que je suis là pour témoigner et vous donner quelques réflexions. On a entendu ce matin quelque chose qu'il me semble très important parce que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'on en parle. C'est la définition de l'éleveur professionnel ou de notre activité professionnelle.
les centres équestres, c'est structuré, c'est défini. Mais j'ai autour de moi beaucoup de personnes qui ont un cheval, 2 chevaux dans leur pré, et puis qui mettent la selle et qui vont se balader. Voilà, donc ce n'est pas des professionnels, par contre c'est quand même des détenteurs, c'est des gens qui participent à l'activité. Comme je vous l'ai dit, on a moult éleveurs qui sont présents et qui viennent dans mon établissement pour faire saillir une jument. Ces gens-là, on en a absolument besoin, c'est-à-dire que 70 à 80% de la filière, enfin 80% de ces gens-là font vivre notre filière économiquement. Hein, donc on se doit impérativement d'abord de les respecter, d'en tenir compte, mais comme on l'a dit ce matin, on a une absolue nécessité de savoir qui sont les professionnels, leur définition, pour pouvoir, et là je suis très ferme sur mes propos, continuer réellement à être dans cette dynamique du mouvement agricole, continuer à être reconnu comme agriculteur, même si cette scission doit se faire entre les non-professionnels et professionnels. Donc, ça ne veut pas dire qu'on les exclut, bien au contraire, mais comme vous le disiez ce matin très justement, dans le cas où on est vraiment actuellement dans cette recherche sociétale autour du bien-être, et vous aviez évoqué, je crois, ce matin, la vague de fond, et cette vague de fond, on la sent déjà venir depuis 5, 6 et 7 ans. On a un regard de plus en plus important de gens bien pensants ou mal pensants, ça je vous laisse juge de notre activité, de la manière dont on traite nos chevaux. Et ces gens-là montrent du doigt, d'une manière bien évidemment prioritaire, les mauvaises pratiques. Et le ressenti que j'ai eu en écoutant ce matin les professionnels de cette salle, c'est que les mauvaises pratiques, je n'ai pas la sensation que nous, éleveurs professionnels, on soit quand même les premiers à montrer du doigt. Donc bien évidemment, il va falloir à un moment donné, enfin ça c'est mon sentiment propre, faire une dissociation et puis marquer. Et peut-être, j'ai entendu dire ce matin, eh bien, il faudra aller jusqu'à l'autorisation de détention d'un cheval. Alors pourquoi pas les haras nationaux, enfin l'IFCE, excusez-moi, sont en train de travailler sur des contrôles, puisque depuis le 1er janvier, enfin un peu plus, depuis le mois de mars maintenant, 2016, des agents sont habilités pour aller contrôler. Et heureusement, on a réussi à leur faire comprendre que plutôt que d'aller contrôler des gens installés, structurés, etc., il fallait prioritairement aller visiter des gens dont les installations, dont la qualité de garde ou de soins était peut-être plus aléatoire, de manière à justement ne pas montrer du doigt et encourager des pratiques qui nous sont en tout état de cause défavorables vis-à-vis de l'opinion publique. Pour en revenir à l'élevage, 30 ans d'élevage, je me sens profondément éleveur et surtout agriculteur. Mais comme tout ce qui a été dit, arrivé dans ma commune, seul éleveur de chevaux, eh bien, j'ai été forcément montré du doigt. J'ai pris les terres des voisins. J'ai augmenté mon parcellaire au détriment peut-être d'autres, voilà. Mais je l'ai fait dans la légalité, en respectant les CDOA, etc., etc. Et j'ai vu arriver en 2005 cette loi agricole qui nous mettait de fait agriculteurs avec une joie certaine. Parce que je me suis installé en 89, après le parcours que je vous ai indiqué, inséminateur équin. Je suis allé voir la MSA, ils m'ont regardé avec une drôle de tête. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Donc ils m'ont renvoyé à l'URSSAF en disant « Mais monsieur, nous, on ne sait même pas quelle est votre activité ». L'URSSAF m'a renvoyé à la MSA. Et puis pendant 5, 6, 7 ans comme ça, il a fallu que je leur fasse comprendre que je n'avais pas une double activité d'inséminateur et d'agriculteur. Enfin, ils voulaient me faire payer double cotisation, etc., etc. Donc effectivement, on souffrait énormément de ce manque de positionnement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on avait vraiment, à mon avis, une image mauvaise dans le milieu agricole parce qu'on avait des chevaux. Chose surprenante. Pourquoi ? Alors ça, je vous laisse faire votre propre jugement. J'ai eu la désagréable
aventure avec le maire de ma commune qui m'a dit « Mais vous, monsieur de la Haute, là-bas, vous n'êtes pas dans notre monde. Je n'ai pas trop compris sur l'instant ce que ça voulait dire, parce que j'avais l'impression d'être comme lui, qui était agriculteur, avec mon tracteur, faire mon fourrage, mes bottes le matin, et me lever la nuit pour les poulinages, que je fais encore 30 ans après. À l'époque, si vous voulez, je me suis vraiment interpellé sur cette question, et très très rapidement, mon engagement au niveau de la vie associative m'est apparu. Et après un passage au niveau départemental, où nous avions, à la demande de la Chambre d'agriculture, créé une structure équestre, une réflexion au niveau de l'élevage du trotteur, qui était un petit peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prioritaire, enfin pas prioritaire, mais prépondérant. Eh bien, on a monté une réflexion de courte durée. La Chambre, au bout de 2-3 ans, s'est dit, il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Pourquoi aider des gens qui n'ont pas forcément besoin d'être très aidés? Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et puis, par ma profession donc d'étalonnier, progressivement, l'expérience étant, j'ai pris la charge au niveau national de notre défense et de notre profession. Ça n'a pas tellement d'importance, si ce n'est que ça m'a permis, si vous voulez, de côtoyer de plus en plus les instances nationales, et puis d'échanger avec certains d'entre vous dans la salle de nombreuses fois, et de se rendre compte que la problématique qu'on pouvait rencontrer à notre niveau, on avait des problèmes de plus en plus transversaux qui intervenaient dans toutes les disciplines. L'élevage, effectivement, si on le prend strictement, personnellement, moi j'ai des chevaux. Mais mon plus gros travail, c'est un travail à façon. C'est-à-dire que sur un effectif au plus fort d'une 50aine de juments poulinières sur mon exploitation, j'en ai 8 à moi, et puis le reste, ce sont à des éleveurs. Ce sont des éleveurs qui tiennent un restaurant à Paris, qui sont banquiers dans l'Est de la France, ou qui sont... Voilà. Donc en fait, on fait un travail à façon pour eux, et puis on leur laisse prendre les décisions d'élevage par le choix de la génétique. Alors bien sûr, on les oriente, c'est notre travail, ça fait partie de ça. Mais ces gens-là... ils nous sont d'un support économique évident, mais bien évidemment, au regard de l'administration, ils sont éleveurs sans sol, pas forcément agriculteurs, et la plupart du temps, ils ne récupèrent pas la TVA. Une petite parenthèse et une grosse parenthèse, si vous avez regardé les chiffres tout à l'heure, 2005, c'était l'entrée au système agricole de notre profession, baisse de la TVA, comme par hasard, l'augmentation de la courbe, notamment dans les activités équestre. Si vous permettez, madame, je pense qu'à ce moment-là, ça a quand même indirectement aidé un petit peu la profession à retrouver un second souffle ou un souffle nouveau. Ça a été aussi le cas, nous, dans certains élevages, où les gens de 2 poulinières, ils sont passés à 3. 2012, coup de massue. Et là, les chiffres, la tendance s'inverse. Donc, même si vous avez raison qu'on est capable de pouvoir absorber cette TVA dans un monde où économiquement on sent bien qu'on n'est pas les seuls en perdition, loin de là, mais j'ai entendu quelque chose de très juste, et je le dis souvent à mon épouse, à mes enfants, les gens, avant de faire manger leurs chevaux, ils ont besoin de manger eux-mêmes, et j'en suis désolé, moi qui ai la passion chevillée au corps, mais malheureusement, à un moment donné, le cheval va passer d'une manière moins prioritaire. Et on revient aussi dans ce cas-là à la fin de vie. C'est un vrai problème. Parce qu'en fin de vie, quand le cheval, on n'a plus de quoi lui donner à manger, la fin de vie devient très triste. La fin de vie vient mouroir. Et donc ça c'est important. Alors j'en profite pour militer devant vous aujourd'hui sur l'abolition complète de cette case à cocher. On la supprime. Et je vais aller très vite. Oui. Donc voilà par rapport à l'éleveur. L'utilisateur, on en a reparlé derrière, puisque vous voulez que j'intervienne sur l'utilisation. On est utilisateur, mais nous, éleveurs, profondément, il est certain que ce statut agricole, on ne peut pas le remettre en cause. Même si la TVA nous dit quelque chose de bizarre depuis 2012, votre poulain sous la mer, c'est de la TVA à 10. Le jour où il est sevré, c'est de la TVA à 20. J'ai quand même la sensation qu'il est toujours en croissance et toujours dans nos pâtures. Ça fait sourire beaucoup de gens, mais je sais qu'on se bat là-dessus. Derrière, nos poulains à 18 mois, à 20 mois, à 3 ans en fonction, eh bien, on les perd. Nos bébés, ils sont partis.
on les a élevés, on les a chouchoutés en fonction de notre terroir, de notre race, etc. Et là, ils passent effectivement chez un utilisateur. Oui, alors on se pose la question de l'utilisateur, mais j'ai quand même l'impression que dans le produit agricole tel qu'on le connaît, quand on transforme du fromage, quand on transforme du foie gras, quand on transforme, on est dans cette logique, hein, et on ne la fait pas nous sur place, on la donne à faire. Bon, voilà. Mais beaucoup, et je pense que maintenant beaucoup d'entreprises qui continuent à être économiquement fortes sont ceux qui ont la chance de pouvoir élever et utiliser derrière. Enfin, en tout cas, dans le trot, c'est comme ça que je le ressens et que je le vis. Les soins, c'est important parce que ça repoint un autre problème. Est-ce que nous, éleveurs, on est capable de continuer à soigner nos chevaux? Oui, c'est notre travail de tous les jours. Et on revient sur deux problématiques. C'est la formation initiale de base, c'est-à-dire est-ce que le particulier a cette capacité à s'adapter, à pouvoir être vigilant quant à la qualité des bons soins ou de l'état général de son cheval? Ça, on repose la question. Donc, à nouveau, cette dissociation entre le professionnel et l'amateur, éclairé ou pas, il faudra absolument qu'on réfléchisse globalement sur cette évolution. Parce que demain, on doit pouvoir continuer à exercer notre profession d'éleveur. On a été formé, on continue à former des gens, et comme le disait Constance tout à l'heure, on a de plus en plus une orientation agricole vers la formation, donc il faut la conserver. Donc, notre animal élevé, utilisé, soigné, c'est un animal agricole. On se bat pour ça, on garde la case. On ne parle surtout pas d'animal de compagnie, bien évidemment. Et tous, autant qu'on est, on se regroupe. J'en termine simplement pour dire que GESCA, Groupement des entreprises du secteur cheval en agriculture, c'est une jeune association d'une dizaine d'années, hein, qui a pour attrait de réunir les problèmes transversaux de notre filière, que les uns et les autres, on se parle, on puisse avancer sur des sujets comme ceux que l'on traite aujourd'hui. Et la notion de TVA, de problèmes agricoles, de transport, etc., sont là très importants. Donc oui, le regroupement existe. Oui, le regroupement est difficile à faire. Mais il faut, dans ces domaines-là, et dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, de garder le cheval dans sa dénomination agricole, il faut qu'on oublie le cheval qui vient en tête, hein, cette production élitiste, au profit de l'ensemble de la filière, pour la garder agricole. Merci de votre attention.